Bonjour Lou Chaillet, vous êtes ambassadeur de Chine en France. Merci d'avoir accepté cette interview au sein de l'ambassade de Chine en France. Je suis très content de vous accorder cette interview et saisir l'opportunité du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois pour présenter un peu le Parti communiste chinois et la situation chinoise et les relations bilatérales entre la Chine et la France. Vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois. Avant la fondation de la Nouvelle Chine, bon nombre de dirigeants chinois avaient étudié en France, parmi eux Deng Xiaoping, Zhou Enlai. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des liens qui unissent le Parti communiste français et le Parti communiste chinois? En effet, la France joue un rôle très important dans le processus, ou bien au moins dans le début, au début de la fondation du communiste chinois. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, avant la fondation du Parti communiste chinois, il y a des jeunes Chinoises qui viennent en France pour faire des études de travail. Au début des années 20 du dernier siècle, y compris M. Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yi et Nie Rongzhen, qui sont plus tard les fondateurs, les principaux fondateurs de la République populaire de Chine. Et c'était à Paris, ou bien en France, que ces jeunes révolutionnaires chinois ont pris l'initiative de fonder, de créer le Parti communiste chinois. C'était M. Tsai He-sheng qui a le premier cette idée, le nom, le Parti communiste chinois. Et bien sûr, le Parti communiste chinois a été créé à Shanghai en 1921 par Chen Duxiu et Li Dazhao et Mao Zedong et quelques autres premiers membres. Mais c'est en France, à Paris, qu'on a les premiers cette idée. Et en France, on a créé, sous la proposition de Zhou Enlai, la cellule du Parti communiste chinois en Europe. Ouais. Bon. À propos des relations entre le Parti communiste français et le Parti communiste chinois, on peut dire que, étant donné que le Parti communiste français a été créé un an plus tôt que le Parti communiste chinois, il a été créé en 1920. On peut considérer le Parti communiste français comme notre frère aîné. Ouais. Mais en réalité, avant la fondation de la République populaire de Chine, il n'y avait pas beaucoup de relations, de contacts entre les deux partis. Parce qu'à cette époque-là, le Parti communiste chinois contacte surtout le Parti communiste de l'Union soviétique. Et il a participé, l'internationale communiste, et recevait des instructions de l'internationale communiste. Et après la fondation de la République populaire de Chine, dans les années 50, 60, 70, il me paraît que les deux partis, le Parti communiste français, le Parti communiste chinois, étaient un peu divergents sur la voie socialiste. Ouais. Mais après l'application de la politique d'ouverture et de réforme par le Parti communiste chinois, les relations des deux partis s'étaient beaucoup améliorées. Et au début des années 80, le secrétaire général du Parti communiste français, M. Marchais, a
a dirigé une délégation du parti en visite en Chine. Et après, les relations des deux partis s'est très bien développées parce que nos deux partis ont la même conviction et le même, comment dire, idéal social. C'est pourquoi nous avons beaucoup de points de vue communs sur de différents problèmes politiques, sociaux et même internationaux. Et ces quelques années, nos relations se sont bien développées. Le secrétaire général du Parti communiste français, M. Roussel, a visité la Chine en 2019. Le Parti communiste chinois participe chaque année à l'événement du Parti communiste français. C'est le festival, comment dire, de l'humanité. Et cela signifie quoi, la qualité de nos relations bilatérales. Et on va continuer cet échange et coopération très amicale et très constructive. Donc c'est que du positif pour la suite également, pour l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, vous avez été interviewé par France 2 pour l'émission Complément d'enquête, diffusée le 25 février 2021, également au sein même de l'ambassade de Chine en France. Selon le journaliste, pour les médias occidentaux, les diplomates chinois sont considérés comme des loups guerriers, des loups combattants. Quelle est selon vous l'image que renvoient les diplomates chinois? Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce sujet? Oui, alors je pense que les diplomates chinois ont une vocation de défendre notre patrie. Et quand elle est attaquée par certaines forces avec des dénigrements, des diffamations. Surtout depuis le début de l'éclatement de la pandémie de Covid-19, on peut constater que des forces occidentales, y compris des médias occidentaux, ont lancé des attaques farouches contre la Chine, avec, bien sûr, pas des faits, des réalités, des vérités, mais des mensonges, des rumeurs. Et dans ce cas-là, les diplomates chinois s'élèvent pour faire la riposte, oui, non seulement en France, mais dans d'autres pays occidentaux. Pour nous, c'est très normal. Il n'y a pas de problème, parce que pour les diplomates de tous les pays, ils ont vocation de défendre les intérêts, l'image, la dignité de leur pays. Mais ce qui est étrange, c'est que quand les diplomates chinois le font, donc pour certaines personnes occidentales, c'est pas permis, hein? Ils collent telle ou telle étiquette sur les diplomates chinois. Le loup guerrier, les loups combattants comme ça, ou bien une diplomatie offensive, agressive. C'est pas juste, c'est pas juste. Même si les mots loup guerrier, pour nous, c'est peut-être pas quoi un mot péjoratif, parce que vous connaissez bien, en Chine, c'est le nom d'un film, n'est-ce pas? C'est, comment dire, c'est une image positive. On peut considérer que les diplomates chinois sont des soldats, n'est-ce pas? Mais ce sont des soldats qui défendent la patrie
qui défend contre les attaques de l'ennemi, qui érige un rempart devant la patrie. Et je veux dire qu'on est fier d'être un soldat, d'être un loup combattant, parce qu'il y a trop d'hyènes folles. Oui. Il y a les attaques de l'hyène folle. Donc, il faut avoir des loups combattants pour les riposter. Vous avez raison, en somme, c'est le rôle de l'ambassadeur, mais également de l'ambassade de Chine en France, de défendre les valeurs, les positions de la Chine, tant en France que sur la scène internationale. Nous allons continuer maintenant, Monsieur l'ambassadeur, à parler de la pandémie de Covid-19. Il y a un an, lorsque la pandémie a éclaté, tous les regards étaient tournés vers la Chine, qui était alors le premier pays touché par cette pandémie, à coup de mesures très strictes et de la quasi-fermeture des frontières aux étrangers. La Chine est parvenue à maîtriser cette pandémie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se questionnent sur la situation actuelle en Chine. Est-ce que les Chinois ont repris le cours normal de leur vie? Est-ce que le port du masque est-il obligatoire ou recommandé? Est-ce que tous les lieux ont rouvert? Avec des mesures les plus rigoureuses, les plus strictes, les plus, complets, la Chine a réussi à vaincre cette épidémie en une période pas très longue. Plus précisément, on a utilisé 76 jours pour éliminer totalement le coronavirus dans le pays. Et bien sûr, après, il y avait de temps en temps des cas contaminés importés de l'étranger. Mais chaque fois, le gouvernement chinois y attache une importance majeure pour se prémunir contre la recrudescence possible de l'épidémie. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut constater que cet risque est presque éliminé. Et la vie a déjà revenu à la normale en Chine depuis l'année dernière. Et on peut voir dans la télévision, dans le reportage des médias internationaux, que la population chinoise, vit normale. Chaque jour, on peut aller dans les magasins, au restaurant, aller faire du tourisme lors de la semaine d'or, on peut dire. Oui. Chaque fois, lors de la dernière semaine d'or de la fête du 1er mai, dans les sites touristiques, dans chaque site touristique, il y a plein de monde. En chinois, on dit c'est « ren shan ren hai ». En anglais caricatural, c'est « people mountain, people sea ». Peut-être en français caricatural, c'est les gens montagnes, gens mer. Gens mer. Cela signifie, la normale de la vie quotidienne des Chinois. Mais même si comme ça, on respecte encore des protocoles sanitaires, par exemple le port des masques. Oui. À l'intérieur des bâtiments, il est obligatoire de porter un masque. À l'extérieur, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Oui. Donc, c'est avec la prudence qu'on a pu éviter
la recrudescence de l'épidémie. Surtout maintenant, à l'extérieur du pays, il y a de temps en temps de nouveaux variants de virus. Il faut rester toujours vigilant. Le gouvernement reste très vigilant quant à un éventuel retour du virus. Elle continue d'appliquer des mesures de restriction très strictes. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces mesures? Dans tout le pays, oui, il y a des mesures de restriction, mais s'il n'y a pas de nouveaux cas contaminés, ces restrictions ne sont pas si strictes. Oui. Mais s'il y a des cas de nouveaux cas contaminés. Par exemple, récemment, à Guangzhou, il existe des nouveaux cas contaminés. Le gouvernement local a pris tout de suite des mesures, par exemple, de tests, d'isolation, comme ça, pour réussir à éliminer le danger. Mais ce sont des mesures, comment dire, partielles. Ce n'est pas appliqué sur toute la ville. Ce n'est pas comme au début de l'année dernière. Hein. Ce n'est pas comme à Wuhan, le confinement toute la ville. Maintenant, aucune ville n'applique pas de ce genre de mesures. Oui. Ce sont des mesures très ciblées, on peut dire, très ciblées. Au sein d'une ville, ça sera vraiment très localisé. Très localisé, peut-être concernant seulement quelques dizaines de milliers de personnes, certains quartiers, certaines résidences comme ça. D'accord. Et on le sait, pour vaincre cette pandémie, la vaccination est très importante. Où en est la campagne vaccinale en Chine, monsieur l'ambassadeur? Combien de pourcents de la population est déjà vaccinée? La vaccination en Chine s'accélère. Oui. C'est quelques semaines. Maintenant, on peut inoculer chaque jour plus de 20 millions de doses. Et avant de venir ici, j'ai obtenu le dernier chiffre de vaccination. On a déjà dépassé 700 millions de doses. 700 millions. Hier. Oui. En ce rythme, on peut atteindre, on peut dire, le seuil d'immunité groupée qui est 70 ou bien 80% vers l'automne, je pense. Oui. Donc très rapidement. Très rapidement. La Chine, en plus, déploie très souvent de nouveaux moyens pour y arriver, comme des bus mobiles qui se déplacent de ville en ville pour vacciner. Oui, on a de plus en plus de moyens. On mobilise tous les moyens. Oui. Très bien. On le sait, hein, la Chine a aidé de nombreux pays et aide toujours de nombreux pays dans leur lutte contre le Covid-19. Mais certains pays occidentaux ne cessent de critiquer la Chine dans ce qu'ils appellent la diplomatie du vaccin. Que répondez-vous, monsieur l'ambassadeur, à ces critiques, alors que ces mêmes pays n'ont parfois pas réussi à gérer leur propre situation sanitaire? La diplomatie de vaccin est quand même meilleure que la guerre de vaccins. La Chine, non seulement vaccinait sa propre population, mais nous faisons de nos mieux pour aider les autres pays du monde, surtout les pays en développement qui n'ont pas de moyens d'obtenir les vaccins. Par exemple, d'après l'OMS, seulement 1% de population dans les pays en développement sont vaccinés maintenant. Mais pour les pays développés, plus de 30, 40%, même 60% de la population sont déjà vaccinés. Donc c'est inégal. Cela a créé un fossé d'immunité. Oui. La Chine a
a déployé beaucoup d'efforts pour aider ces pays en développement. Nous avons déjà fourni jusqu'à aujourd'hui plus de 350 millions de doses de vaccins aux plus de 80 pays en développement. Et nous avons exporté aussi des vaccins à plus de 40 pays. La plupart sont des pays en développement. Et la Chine a, produit des vaccins en collaboration ces pays en développement dans leur pays propre, dans leur propre pays, oui. Et nous avons aussi participé le COVAX, dirigé par l'OMS, et a fourni plus de 10 millions de vaccins chinois au COVAX. Maintenant, il y a 2 vaccins chinois qui ont été homologués par l'OMS. Cela va faciliter la coopération entre la Chine et l'OMS en termes du vaccin. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que la Chine avait participé aussi à développer des vaccins dans les pays en développement, dans ces pays même, dans ces laboratoires, en collaboration avec ces pays, main dans la main. Pouvez-vous nous citer un exemple ? Par exemple, en Turquie, en Émirats arabes unis, en Égypte, oui, récemment, en Indonésie aussi. D'accord. Pour lutter contre cette pandémie, la collaboration entre les grands pays est essentielle pour aider les pays en développement. Selon vous, comment doivent collaborer les grands pays durant cette crise sanitaire afin de sortir ensemble de cette crise et relancer l'économie mondiale? Je pense que la seule solution, c'est la solidarité. Ouais. Cette épidémie est un défi ennemi commun de l'humanité. Seule la solidarité nous permet de vaincre cet ennemi. Et malheureusement, on n'a pas encore atteint cette solidarité internationale. Il y a toujours des disputes. Tout à l'heure, j'ai dit la guerre de vaccins. Il y a des disputes de vaccins, n'est-ce pas, entre les pays développés, et les pays en développement. Il y a encore la politisation de l'épidémie. Par exemple, récemment, les Américains ont refaire tapage autour de la soi-disant fuite de laboratoire du virus, ce qui est déjà rejeté par les scientifiques. Oui. Mais leur but n'est que utiliser ce sujet pour attaquer la Chine. Oui. Donc, cela ne correspond pas à l'esprit de solidarité. Parlons maintenant un petit peu d'économie. Malgré cette crise sanitaire, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Union européenne ne cessent de s'accroître. Comment est-ce que vous l'expliquez, monsieur l'ambassadeur ? Cela signifie que la Chine et l'Union européenne sont interdépendants l'une de l'autre. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est plutôt une solidarité. Par exemple, au début de l'année dernière, lorsque la Chine était tombée dans l'épidémie, nous avons bénéficié beaucoup d'aide et assistance de la part des pays de l'Europe, de l'Union européenne. Et après, quand l'Europe se trouvait au épicentre de l'épidémie, la Chine leur fournir aussi des aides. Et surtout sur le plan économique, comme la Chine est sortie la première
de la crise, n'est-ce pas? Nous avons la capacité de maintenir le bon fonctionnement de la chaîne de production, de la chaîne d'approvisionnement du monde. Par exemple, jusqu'à maintenant, la Chine a déjà fourni plus de 280 milliards de masques aux pays du monde, plus de 3,4 milliards de combinaisons de protection, plus de 4 milliards de kits de tests au monde. Donc, c'est parce que la Chine est sortie très tôt de la crise sanitaire que nous pouvons assumer la responsabilité d'approvisionner le monde sur les fournitures médicales. Ouais. À l'occasion de sa visite en France en août dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait exprimé le souhait de voir revenir les touristes, et les Chinois le veulent également. Selon vous, quand est-ce que les frontières de la France et de la Chine pourront rouvrir mutuellement? Selon moi, je souhaite qu'on peut rouvrir la frontière le plus tôt possible. Ouais. Mais bien sûr, quand on est à bout de cette crise sanitaire, ouais, c'est un bon souhait parce que les échanges de personnes entre les deux pays est très important pour maintenir de bonnes relations, maintenir la coopération entre les deux pays. Vous êtes optimiste quant au tourisme qui va reprendre entre les deux pays, entre la France et la Chine? Je suis toujours optimiste, ouais. Mais cela dépend de ce que quand la pandémie sera terminée. En effet, la gestion de la pandémie de Covid-19 n'est pas la seule démonstration de force de la Chine. Beijing a fait de nombreuses annonces importantes. On peut citer par exemple le nouveau record dans la vitesse de calcul offert par le prototype d'ordinateur quantique chinois. On peut également citer l'introduction à la bourse de Hong Kong de la branche santé du site de commerce en ligne jd.com. On peut également citer le retour sur Terre de la mission Chang'e 5 et également le lancement du yuan numérique. Peut-on dire que l'année 2020 a été un tournant pour la Chine et pour l'équilibre de l'ordre mondial? L'année 2020 est vraiment une année très impressionnante, ou bien très marquante pour tous les pays du monde à cause de cette pandémie de coronavirus. Et pour les Chinois, notre philosophie reste toujours de trouver l'opportunité dans la crise et transformer la crise en opportunité à travers nos propres efforts. Par exemple, au début de l'année dernière, la Chine s'était enfoncée dans la crise sanitaire. Mais nous ne sommes pas, comment dire, négatifs. Nous sommes très positifs, très actifs. Nous avons déployé d'énormes efforts pour surmonter cette crise-là et nous avons réussi à transformer cette crise en opportunité parce que nous sommes le premier à sortir de la crise. Oui. Pour les autres pays, c'est la même chose. Si on déploie aussi d'énormes efforts pour surmonter tout d'abord cette crise sanitaire en solidarité, le monde aurait pu déjà sortir de la crise sanitaire. C'est cette crise, c'est la leçon
que cette crise nous donne. Ouais. Donc, je pense que pour l'humanité, peut-être l'année 2020 est une année cruciale, ou bien une année marquante. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Lou Chayet. Vous contribuez énormément avec votre optimisme et également votre communication de manière très positive aux échanges entre les deux pays. Et je suis sûre que petit à petit, avec une très bonne communication, les Français comprendront de mieux en mieux la Chine. Merci encore d'avoir accepté notre interview. Je vous remercie aussi.